Comment ça va la santé en France? C'est le vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1. Toute la journée, des invités, des reportages pour prendre le pouls de notre système de soins qui vole de crise en crise depuis quelques années. En particulier, l'hôpital. L'hôpital, c'est le cœur du système. Bonjour Bertrand Guidet. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes le chef du service de médecine intensive réanimation à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, président aussi de la commission médicale d'établissement des hôpitaux universitaires de l'Est parisien, la PHP. Je ne suis plus depuis 2019, mais je l'ai été effectivement pendant 8 ans. Pardonnez-moi. Alors vous êtes notre guide en tout cas pour les 10 prochaines minutes dans ce dédale qui est l'hôpital, service public majeur. Alors on multiplie les métaphores pour dire que ça va mal, que l'hôpital est sous tension, sur le point de craquer, au bord de l'asphyxie. Mais alors, qu'est-ce qui cloche fondamentalement, Bertrand Guidet, à l'hôpital? Est-ce que c'est d'abord un problème d'argent? Alors, vous l'avez bien expliqué, il y a eu une succession d'événements depuis 20 ans qui ont franchement fragilisé l'hôpital avec un effet cumulatif. Le dernier élément, c'est les modalités de financement de l'hôpital, ce qu'on appelle la tarification à l'activité, qui a conduit les hôpitaux à une espèce de course à l'échalote. C'est-à-dire que pour équilibrer les budgets, il fallait faire plus d'activités, et chaque activité était moins bien rémunérée d'une année sur l'autre. Et donc on a eu une augmentation d'activité sans augmentation du personnel en regard, et donc il y a eu un effet d'épuisement. Et donc on avait effectivement un hôpital qui était dans une très mauvaise situation avant la crise Covid, et là-dessus a été ajouté donc ces 2 ans de crise majeure. Ouais, donc c'est un effet cumulatif sur 15 ans. Et alors on s'interroge toujours pourquoi est-ce que les mesures du Ségur n'ont pas réglé le problème. Il y a 2 éléments de réponse. Premièrement, il y avait énormément de retard. Le point d'indice de la fonction publique hospitalière n'avait pas bougé depuis 10 ans, donc il y avait un retard à récupérer. Et deuxièmement, certaines catégories de personnel, singulièrement celles qui travaillent la nuit, les cadres, ont été largement oubliés par le Ségur. Et donc on retrouve des difficultés de recrutement dans les secteurs pénibles, c'est-à-dire dans les secteurs où on travaille la nuit, où il y a une charge en soins qui est importante. Oui. Et puis il y a certaines disciplines, et vous le savez, qui sont au niveau national en difficulté, la psychiatrie, la pédiatrie, la gériatrie. Et donc cette appellation de tension s'applique particulièrement à ce secteur. Oui. Alors d'ailleurs, c'est intéressant, vous faites une liste comme ça de points négatifs, de choses qui ne vont pas. Et alors c'est vrai qu'on a tendance en France à dire tiens, on va les régler une par une ces crises, alors qu'en fait c'est peut-être une réflexion globale qu'il faudrait mener. Je vais quand même donner un chiffre qui me paraît important, Bertrand Guidet, à propos de la question d'argent. La dépense courante de santé au sens international, ça s'appelle la DCSI. Alors c'est un agrégat de toutes les dépenses de santé. C'est un indicateur qui est très suivi à l'échelle internationale pour faire des comparaisons. Bon, voilà, la santé en France, l'an dernier, en France, c'est 307 milliards 800 millions d'euros, en hausse de 10% sur un an. On est quand même sur des volumes financiers qui sont gigantesques. C'est 4 600 euros de dépenses de santé par habitant. Et il y a quand même ce constat terrible, c'est que malgré tout cet argent, les choses ne vont pas bien. Et c'est extrêmement angoissant finalement pour les patients, c'est extrêmement angoissant pour les Français de se dire que malgré ces volumes financiers considérables, eh bien l'hôpital, ça va de mal en pis, Bertrand Guidet. Oui, alors il faudrait rentrer dans le détail de ces dépenses. Je vous donne un élément de réflexion, les nouveaux médicaments. Il y a des médicaments innovants qui sont extraordinaires, qui marchent à la fois pour le cancer et pour un certain nombre de maladies immuno-inflammatoires, mais c'est des médicaments qui coûtent extrêmement cher. Et donc ces médicaments sont utilisés à l'hôpital et augmente le coût des prises en charge et contribue à l'augmentation des dépenses. D'autre part, vous savez qu'il y a un vieillissement de la population générale et que ça se traduit par un vieillissement de la population à l'hôpital, et ça génère des coûts supplémentaires également. Mais pourquoi ? Donc parce qu'il y a plus de malades à prendre en charge, oui. Et c'est d'ailleurs ces malades qui se retrouvent bien souvent sur brancard aux urgences parce que il y a des problèmes de lit pour les hospitaliser. Donc il faut réfléchir à de la prévention, c'est-à-dire optimiser les prises en charge en amont de l'hôpital. C'est toute la réflexion ville-hôpital. Deuxièmement, il y a une vraie réflexion sur l'accès aux molécules innovantes.
importante, et c'est vrai que c'est compliqué parce que quand vous avez une pathologie grave, vous voulez avoir accès aux médicaments les plus efficaces et les plus récents. Mais tout ça, ça a un coût. Oui. Et donc, il faut effectivement accompagner l'hôpital pour qu'il puisse prendre en charge au mieux les malades qui nous font confiance. Oui. Alors dans une tribune, il y a 4 ans, je relisais ça et je trouvais que c'était encore d'actualité. Vous expliquez très bien que on parle de la qualité des soins, on parle de la qualité des soignants. Vous évoquez là les problèmes de coûts de médicaments aussi, mais les patients aussi ont changé. Alors d'abord, ils sont plus âgés, vous nous l'avez dit. Ils sont aussi plus exigeants. Ils demandent beaucoup d'informations. Il faut les convaincre. Vous écrivez la phrase suivante, hein. Nous sommes passés de voilà ce que nous allons faire, voilà ce que disait un médecin aux patients, à je vous propose, monsieur, madame, et il faut obtenir comme ça l'adhésion du malade. Quelles conséquences ça a sur l'activité hospitalière ? Alors, donc moi je suis évidemment extrêmement favorable au concept de décision partagée, c'est-à-dire que les médecins ont les informations médicales, mais ils ne doivent pas les imposer aux malades, et donc ça nécessite une discussion, un entretien, un colloque avec le malade. Ça prend énormément de temps, et c'est normal. Les personnes veulent comprendre ce qu'ils ont, veulent comprendre ce qu'on va leur proposer comme traitement. Au passage, tout ce temps de communication n'est absolument pas considéré par la tarification à l'activité. L'activité, ça regarde les actes techniques et pas du tout les actes de communication. Or, moi je travaillais en réanimation, aller mettre des tuyaux, finalement, quand on n'est pas trop malhabile, ça prend pas longtemps. En revanche, aller discuter avec le malade ou sa famille du niveau de prise en charge, ça c'est très compliqué et ça prend du temps. Donc oui, l'exigence des malades a évolué. Et c'est une bonne chose, mais encore faut-il qu'on ait du temps pour pouvoir parler, échanger, informer, éclairer la décision des malades. Et ça, vous l'avez pas tout le temps, évidemment. Ça génère beaucoup de stress, beaucoup de tension, parfois de la violence. Et puis les infirmières, oui. C'est fondamental parce que nous, les médecins, on prescrit, on voit les malades, on les examine, on regarde des examens complémentaires. Mais c'est les infirmières qui sont en permanence avec les malades, qui les voient plusieurs fois par jour. Mais vous avez entendu les infirmières doivent. Oui, mais vous avez entendu. Ils doivent avoir du temps pour échanger. Enfin, c'est des rapports humains qui sont absolument indispensables à l'hôpital. Donc, si vous avez une infirmière pour 15 malades en salle, ce côté humain disparaît. Et donc, l'intérêt au travail aussi diminue pour les infirmières. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? On avait ce chiffre tout à l'heure, sondage interne de l'Ordre national des infirmiers, qui nous dit que près d'1 sur 3, 29% veulent quitter la profession à brève échéance. Hein. C'est sous une échelle de temps de 1 an. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Le travail au mérite ? Des augmentations massives de salaire ? Alors il y a plusieurs choses. Bon, il y a des aspects financiers incontestablement, hein, les points d'indice, des primes. Considérer la pénibilité du travail, hein, c'est pas la même chose de travailler dans une consultation ou de travailler la nuit, de travailler dans un service de réanimation ou travailler un week-end sur 2, enfin, etc. Donc quand même, il faut intégrer la pénibilité. Ça c'est pas reconnu vraiment dans le Ségur. Il faut travailler sur l'encadrement. C'est un rôle majeur, c'est un chaînon majeur de l'hôpital. C'est une espèce de chef d'orchestre d'une équipe. Et donc les cadres doivent pouvoir être aidés. Ça c'est sûr. Et puis enfin, il faut de la considération mutuelle, il faut du respect mutuel. Et comme je le disais, il faut des temps d'échange avec les malades, mais il faut des temps d'échange entre les personnes. Actuellement, les transmissions d'une équipe avec une autre équipe sont réduites à portions congrues. C'est pas bien. Les gens, ils ont besoin de parler, ils ont besoin d'échanger sur ce qu'ils ont vécu avec les malades, avec les familles des malades. Donc, il faut réenchanter l'hôpital, il faut redonner du temps d'échange, il faut accueillir les nouveaux arrivants, il faut faire des journées de formation interne, il faut faire des débriefings d'équipe quand on a eu à prendre en charge une situation compliquée, etc. Donc, oui, bien sûr, il y a des aspects pécuniaires, mais il y a des aspects tout simplement de donner du temps pour valoriser le travail et valoriser l'humain. Je crois que ça va parler à beaucoup de nos auditeurs. Merci Bertrand Guidet d'avoir été en ligne avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le chef du service de médecine intensive réanimation à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. On a brièvement parlé d'ailleurs avec vous des nouveaux traitements. Comment on se soignera dans 10 ou 15 ans ? La médecine du futur. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure avec nos 2 prochains invités à 8h40.